Bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et je recevais Suzanne Zacour. Suzanne qui est autrice, qui est chercheure, militante, féministe, mais également doctorante à l'Université d'Oxford en droit. Donc aujourd'hui, je la recevais pour parler d'antispécisme, parler des droits animaux, de l'exploitation animale et des liens possibles avec le féminisme. D'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches et je voyais qu'entre 68 et 80% des activistes pour les animaux seraient des femmes. Donc je trouve que vous allez voir, le balado d'aujourd'hui explique un peu pourquoi les femmes et les animaux ont des luttes communes, si je pourrais dire. Voilà, donc je vous laisse sur l'épisode pour en apprendre davantage sur un sujet, je crois qu'on ne connaît peu, d'où l'importance et la pertinence de recevoir Suzanne Zacour aujourd'hui. Bon épisode! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Bonjour Suzanne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au balado. Bonjour, merci de m'avoir invitée. En fait, nous, comment on te connaît, c'est par ton livre « La fabrique du viol », que nous, au Calax, on lit et relit, on le prête à des femmes. C'est vraiment un ouvrage, je trouve, qui résume bien ça ressemble à quoi, les agressions à caractère sexuel. Il y a le consentement aussi qui est abordé et tout ça. Mais aujourd'hui, je te reçois pour une autre raison que je vais parler un petit peu plus tard. Mais j'aimerais que tu commences par t'introduire. En fait, c'est qui Suzanne Zacour? C'est quoi ton parcours? Tout à fait, mais premièrement, merci pour les belles paroles. Ça fait toujours tellement plaisir d'entendre là, que la fabrique du viol est utilisée dans la communauté. Alors oui, je m'appelle Suzanne Zacour, je suis chercheuse, autrice, conférencière féministe. Donc, je fais de la recherche principalement en droit de la famille, en droit criminel, violence conjugale. Donc, au moment où on se parle, je complète un doctorat en droit à l'Université d'Oxford. Peut-être que d'ici que le podcast paraisse, ce sera terminé. Sinon, je travaille dans le domaine des droits des femmes. Donc, en ce moment, je travaille pour l'Association nationale Femmes et Droits. Sinon, j'ai toujours été impliquée dans le milieu féministe, principalement comme autrice et conférencière. Donc, j'ai des livres sur la langue et le genre. Je donne des formations sur la rédaction inclusive, mais aussi sur les violences sexuelles. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et je suis aussi, à mes heures perdues, il n'en reste pas beaucoup malheureusement, mais militante antispéciste. Et j'essaie d'intégrer les liens ou de lutter contre les violences tant envers les femmes qu'envers les animaux. Et donc, je t'en dirai plus dans quelques instants. Ben là, le balado sort la semaine prochaine. Je sais pas si tu vas en terminer ton doctorat. Ah non, c'est raté d'abord. Mais wow, en tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant, là. Bon, déjà aujourd'hui, là, tu as parlé d'antispécisme. On peut parler, mettons, des termes aussi écoféminisme. Il y a comme plusieurs thèmes là, pour englober tout ça. Finalement, c'est quoi les termes les plus utilisés pour parler de cette problématique-là qui est les liens entre féminisme, antispécisme, animaux, femmes, droits des femmes? C'est quoi la problématique qui englobe tout ça? Alors, effectivement, il y a beaucoup de termes et puis, les mots, c'est toujours important. Moi, les mots qui me parlent le plus, c'est féministe végane ou végane féministe parce que je trouve que végane, ça met l'accent sur, disons, notre activisme au quotidien, comment on s'oppose aux violences. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui vont plutôt parler d'antispécisme qui met plus l'accent sur l'aspect politique, collectif, systémique. Donc, on peut parler d'antispécisme ou de féminisme antispéciste. Il y a aussi l'expression écoféministe, comme tu l'as mentionné. C'est une expression que j'utilise moins. L'écoféministe, c'est plus large, donc ça peut englober la question animale, mais ça peut être aussi plus la question environnementale. Donc, disons que ça réfère à plusieurs approches avec lesquelles je suis moins familière. Donc, moi, j'aime bien parler soit d'antispécisme, de véganisme ou, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des violences, en fait, tout simplement. Les violences sexuelles, sexuées, sexistes, qu'elles soient dirigées envers les animaux ou envers les femmes. Puis, c'est quoi l'antispécisme? Alors, l'antispécisme, c'est
une position, disons, éthique, philosophique, morale, qui s'oppose aux discriminations sur la base de l'espèce. Donc, c'est un terme qui est construit un peu comme sexisme, racisme, qui serait la discrimination basée sur le sexe ou le genre et la race ou l'ethnicité. Donc, pour l'antispécisme, on s'objecte au spécisme, donc la discrimination sur la base de l'espèce, qui, globalement, en fait, c'est la domination humaine, mais également le fait de traiter différentes espèces différemment. Donc, ce qu'on fait à un cochon, on le ferait pas à un chat, par exemple. Mais ce qui est principalement en cause, disons, c'est la façon dont les êtres humains traitent d'autres animaux, simplement sur la base du fait que ce sont pas des êtres humains. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à cette problématique-là? Exemple, dans ton parcours féministe et où, je sais pas s'il y a des liens avec ton parcours universitaire ou académique, là? Ben, en fait, la première fois que j'ai été un peu confrontée à cette problématique, j'étais végétarienne à l'époque et j'étais au cégep et je me rappellerai toujours de ce moment-là. C'est une fille dans ma classe de philo. On parlait d'exploitation animale, donc j'étais pas végane à l'époque, mais qui vient me voir et elle, d'ailleurs, je pense qu'elle était omnivore. Là, elle me disait ça juste comme ça et elle me dit, tu sais, moi, mon oncle, il travaille là, dans l'industrie, puis les vaches laitières sont traitées aussi pire que les bœufs. Fait que, tu sais, pourquoi tu serais végétarienne? Tu sais, c'est un peu absurde. Puis moi, évidemment, j'ai eu la même réaction que n'importe qui aurait dans ces circonstances. Super défensive. Ben non, ça n'a pas rapport. Les animaux, ils sont tués, puis les autres sont pas tués. Tout ça, c'est faux, là, mais c'est ce qu'on pense. Moi, à l'époque, c'était un petit peu avant la popularité là, des YouTube, Facebook, les blogs, etc. Je connaissais aucune végane, donc c'était pas très sophistiqué, là, ma réflexion. Donc, j'étais super défensive, mais ça m'est vraiment resté dans l'idée. Puis moi, j'ai comme toujours été féministe. Puis cette idée de dire, c'est pas vrai là, que les vaches sont pas tuées, mais c'est l'image qu'on se fait. On se dit, ah, ben dans le fond, les animaux mâles, faut pas les tuer, mais les animaux femelles, si on les exploite pour leur reproduction, ça nous dérange pas. C'est un petit peu ça, la logique implicite du végétarisme. Je me fais pas beaucoup d'amis quand je dis ça. Mais donc, ça a commencé un peu à me travailler. Puis plus j'avançais, plus je voyais les liens. C'est un peu comme avec la culture du viol. Une fois que tu le vois, tu peux plus ne plus le voir. Donc, j'ai commencé à vraiment voir les liens. Et comme moi, j'ai un public, disons, qui me suit, qui est vraiment féministe, c'est un peu ça, ma mission, c'est d'expliquer l'exploitation animale dans des termes que les féministes vont comprendre et pour qu'elles se sentent interpellées. Donc, peut-être juste une petite parenthèse, qu'on peut faire des liens similaires. Ils ont été faits avec les enjeux de racisme, avec les enjeux des capacitismes. Moi, je parle plutôt du féminisme parce que c'est mon domaine d'expertise et non pas parce que, disons, c'est le seul parallèle ou le meilleur parallèle qu'on peut faire. C'est un parallèle qu'on peut faire. Ouais. Puis justement, ça a été quoi les... Ben, déjà, tu sais-tu, ça l'a parti... c'est quand les premières fois, mettons, qu'on a entendu parler des liens entre les courants féministes et l'exploitation animale? Alors, on peut dire en quelque part que ça a toujours été présent dès les débuts des luttes féministes. C'est toujours un peu difficile de dire où les luttes féministes commencent. Ouais, exactement. Ça soulève plein de questions, fait que je vais faire une réponse très générale. Mais par exemple, chez les suffragettes, il y en a beaucoup qui étaient végétariennes. Dans la première littérature féministe, disons occidentale, on voit les thèmes des animaux, du végétarisme, du véganisme. Ce qui a vraiment mis, disons, le sujet sur la map, en quelque sorte, c'est le livre de Carol Adams, Sexual Politics of Meat, qui explique un petit peu tout ça de façon historique et y compris dans la littérature, dans les combats politiques. Mais on voit plein d'anecdotes, disons, là, même si c'était pas nécessairement un mouvement organisé, on voit plein d'anecdotes, par exemple, d'organisations qui voulaient s'assurer que les femmes et les enfants et les animaux n'étaient pas battus dans les foyers, ou par exemple, de premières femmes qui ont étudié en médecine et qui ont refusé de faire des vivisections. Donc, c'est un peu partout ce lien-là. Et la lutte pour les animaux, ça a toujours été, en quelque part, une affaire de femmes, même si on a des hommes qui sont très, très visibles. Et ça le reste, ça le demeure à ce jour. Le mouvement vegan est principalement porté également par des femmes jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Puis même, je sais pas, ça me sonne une cloche parce que
Tu sais, autant que, je veux dire, là, on s'entend, si on parle, mettons, du fait de toute l'exploitation animale, les animaux ont très peu de droits, là, mais en termes, mettons, de... J'écoute le documentaire sur Chantal Daigle, puis à un certain point dans le procès, ils font comme un parallèle comme quoi on est en 89, puis que là, c'était établi que les animaux... Il y avait quelqu'un qui avait eu une amende parce qu'il avait maltraité un animal, puis que, bon, les animaux commençaient à avoir certains droits, entre guillemets, là. Mais que les femmes, elles, se faisaient encore amener en cours pour ne pas avoir droit d'avorter. Puis, fait que, tu sais, il y a quand même, des fois, ces débats-là se chevauchaient comme à une certaine époque, mais on s'entend que si on parle vraiment des droits globaux des animaux, ben s'il y a encore de la viande dans toutes les épiceries, je crois que c'est pas considéré, mettons, pleinement. Mais ça reste qu'il y a quand même eu une époque où on a commencé à faire, tu sais, certains droits en lien avec la violence, la maltraitance faite aux animaux. Ben en fait, je vais juste réagir à cette anecdote parce que dans le fond, des fois on voit ça, là, on va prendre quelque chose de super anecdotique. On n'a pas le droit dans certains cas, de couper la queue d'un chat. Et donc, les animaux ont plus de droits que les femmes ou vice-versa. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment largement rejeté dans l'intersectionnalité. On peut pas dire... c'est des comparaisons. Je allais donner des exemples. Je vais pas en donner parce que c'est justement des choses qu'on devrait pas dire, qu'on devrait pas faire. Donc, disons, la première étape là, pour comprendre un peu les liens dont on parle, c'est de voir l'exploitation animale ou la lutte contre l'exploitation animale comme un mouvement social et une question de justice. Et là, ça devrait nous faire un peu des red flags là, d'avoir ce genre de discours parce que c'est un peu le Oppression Olympics. Là. Les animaux, il y a plusieurs catégories d'animaux en droit, mais mettons les animaux de ferme, ils n'ont aucun contrôle sur leur reproduction. Il n'y a pas une vache qui peut dire, moi, après le 6e veau, ça me tente plus, je veux un avortement, ça existe pas, puis c'est pas ça non plus vraiment la question. Donc, c'est facile de donner plein d'exemples où les animaux ont moins de droits que les femmes, on peut les tuer en toute impunité. C'est vrai que dans certaines circonstances précises, les animaux peuvent aller chercher plus de sympathie, généralement les animaux domestiques, c'est-à-dire dits de compagnie et non pas les animaux de ferme, mais disons que c'est plutôt que d'essayer de mettre un peu en compétition, je trouve ça plus utile de dire, c'est pas vraiment ça la question. En fait, les hommes qui sont violents envers leurs femmes et les hommes qui sont violents envers leurs animaux, c'est les mêmes. c'est ça qui est fascinant. Donc, dans le fond, de mettre ces choses-là en relation et aussi d'examiner les manières dont les violences envers les animaux sont aussi genrées et sexualisées. Donc, c'est là où on s'inspire en quelque part de l'intersectionnalité pour mieux comprendre, plutôt que de mettre un peu en compétition là, deux mouvements qui sont ultimement, qui luttent pour des choses qui sont compatibles, voire similaires. Ouais. Puis, fait que déjà, on peut voir, mettons, dans les textes, puis dans les différentes luttes historiques féministes, que la situation des animaux était abordée. Ça a été quoi, mettons, dans les dernières décennies, tu sais, dans les mouvements féministes des années 70-80, ça a été quoi les perspectives qui ont été amenées sur l'exploitation animale? Qu'est-ce qui était mis de l'avant pour dire, ben, il y a des choses qui sont similaires dans nos luttes, puis il y a finalement une exploitation qui est genrée dans l'exploitation animale. Mais une chose qui historiquement a été relevée, c'est un petit peu l'aspect des violences par rapport au corps. Donc, il y a des femmes qui, par exemple, parlaient des examens médicaux qui étaient souvent assez violents et dont la médecine n'a pas toujours été l'amie des femmes et qui disaient, des femmes qui disaient, quand je vois un chien être dans une vivisection, on dirait que je me reconnais sur comment je me sens quand je vais voir le gynécologue. Donc, il y a comme une certaine sympathie naturelle ou proximité qui s'est développée. Puis on peut, comme je le disais aussi plutôt, les violences familiales, ce sont globalement les mêmes violences, là, ou les mêmes personnes qui vont être violentes envers des animaux et envers, par exemple, leurs conjointes, les enfants. Une autre façon de voir un petit peu le lien, c'est de dire, dans les deux cas, on parle d'une discrimination qui est arbitraire et qui est basée sur une caractéristique biologique ou une identité qui est immuable. En d'autres mots, moi, je suis traitée d'une certaine façon parce que je suis une femme, j'ai pas choisi,
de naître femme, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité, qui devrait être respecté. Et j'ai pas non plus choisi de naître humaine. Et j'aurais pu naître poule et ma vie aurait été complètement différente. Et la discrimination est arbitraire parce qu'elle n'est pas basée sur... Il y en a qui vont dire non, mais c'est pas arbitraire parce que les animaux, on devrait les traiter comme ça parce qu'ils sont naturellement inférieurs. Mais on a dit la même chose des femmes. On a dit la même chose des personnes handicapées. Donc, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas de justification pour ces discriminations. Donc, ce que nous invite, disons, l'antispécisme féministe ou le véganisme féministe, c'est de voir les animaux comme un groupe marginalisé. Donc, un groupe marginalisé qui est victime de violence, victime d'oppression, victime de discrimination arbitraire. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'à travers notre histoire, les femmes ont été animalisées pour justifier leur oppression et les animaux ont été féminisés pour justifier leur oppression. Donc, ça montre en quelque part à quel point les enjeux sont liés. Par exemple, les femmes ont toujours été considérées plus près de la nature, plus dans l'instinct, plus dans l'émotion, donc un peu comme des animaux. Et les femmes le disent, je suis traitée comme de la viande. Tu sais, les femmes sont traitées comme un morceau de viande, qu'on parle de violence sexuelle, pornographie, etc. Donc, le lien, il est un peu déjà là. Et de même, il y a des exemples vraiment fascinants. Carol Adams, elle en répertorie sur son site web comme The Sexual Politics of Meat, mais des exemples où des publicités pour des produits de l'exploitation animale, par exemple, viande, œufs, etc., on va faire des publicités hyper sexualisées, voire érotisées, et où les animaux qui sont dépeints sur ces publicités sont super maquillés, présentés extrêmement féminins, parce que, si c'est comme une femme, c'est bien plus facile de se dire, je vais pas respecter son consentement, je vais l'exploiter, je vais le manger, she's asking for it, en quelque sorte. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que du point de vue de la lutte, disons, contre les violences, il reste beaucoup à faire pour reconnaître ces liens-là, mais du point de vue de l'oppression, ces liens, ils sont déjà là, ils sont partout, et les femmes sont quelque part traitées, entre guillemets, comme des animaux, parce que être un animal, ça veut dire qu'on peut nous maltraiter. Donc, c'est là où, pour certaines personnes, toutes les oppressions sont en quelque sorte liées, parce qu'elles se basent toutes sur une hiérarchie, qu'il y a des groupes qui ont le pouvoir et qui sont supérieurs et qui peuvent traiter des groupes inférieurs avec violence et discrimination, et que le groupe inférieur, ça peut être des femmes, des personnes racisées, des personnes handicapées, des animaux. Puis, on dirait, c'est peut-être une question ou un commentaire que tu as déjà eu, là. Qu'est-ce que tu dirais on dirait que c'est une des premières critiques que j'imagine qu'il doit y avoir par rapport à ça, là, c'est justement le fait que... Puis, on entend souvent ça là, quand on parle de véganisme ou même juste de végétarisme ou peu importe, mais le fait que, tu sais, c'est le cycle de la vie, là, le circle of life, là, puis que, tu sais, l'être humain, c'est comme ça qu'il a débuté là, sa vie, si on retourne à des milliards d'années, de « je mange des animaux pour survivre » et les animaux mangent d'autres animaux et... Comment t'appelles ça? Pas le cercle de la vie, mais il y a un nom vraiment précis pour ça. La chaîne alimentaire. Ouais, mais c'est ça. Oui, tout à fait. C'est en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on naturalise les violences. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans toutes les luttes. En fait, je dis ça un peu vite, là, mais dans toutes les oppressions, c'est quelque chose qui est super commun. Les animaux sont faits pour être mangés. Les femmes sont faites pour porter des enfants et faire le ménage. Les personnes racisées, les personnes noires sont faites pour le dur labeur. Là, évidemment, je ne vais pas me citer hors contexte, là, c'est ce que les gens disent. Donc, cette naturalisation, en fait, moi, je m'adresse surtout à des féministes, puis je pense que ce podcast aussi, donc on peut s'impliquer. Si on n'accepte pas ce narratif-là, on dit, non, le fait que quelque chose existe depuis longtemps, ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. C'est un peu la même chose. Après ça, il y a beaucoup de failles méthodologiques dans l'argument parce que chasser une antilope et manger de la viande d'antilope crue et non assaisonnée et une fois par semaine ou par 2 semaines, si tu as la chance d'être capable d'en chasser, c'est pas tout à fait la même chose qu'aller au supermarché puis acheter du lait d'une vache qui a été traitée dans des conditions qu'on peut même pas imaginer, ou des œufs d'une poule qui a jamais vu la lumière et qui va mourir d'avoir produit trop d'œufs
quand elle est encore enfant. Donc, c'est vraiment, c'est deux choses qui ont rien à voir. Et dans un cas, c'est la nécessité et la survie, et dans l'autre cas, c'est le choix conscient. Donc, c'est pas comparable, mais même si ça l'était, ce qu'on dit sur les violences sexuelles, la violence conjugale, c'est pas parce que ça existe depuis longtemps que c'est correct. Au contraire, des fois, c'est une raison de plus pour se poser des questions. Donc, c'est un peu ça la réponse, tu sais. Puis c'est un peu là où là, je déraille un petit peu, mais quand les gens sont confrontés pour la première fois à l'antispécisme, les gens vont poser des questions, pardonne-moi l'expression, des questions niaiseuses. Mais, en fait, on sait déjà les réponses à tout ça. C'est juste que on les applique pas aux animaux parce qu'on a un énorme conflit d'intérêts. Mais, comme féministe, on a tellement de connaissances déjà, et donc on est capable déjà de trouver la réponse. Et c'est un peu comme ça que moi, j'ai progressé dans mon cheminement. J'ai pas étudié l'éthique animale, mais je me suis dit, il y a bien des choses que je comprends déjà grâce au féminisme, et ça m'aide à comprendre d'autres luttes. Et c'est pas toujours, tout n'est pas pareil. Et puis, il faut apprendre des choses, des luttes spécifiques, mais moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre des revendications de d'autres groupes marginalisés, personnes racisées, handicapées, etc. Encore une fois, en reconnaissant les spécificités, mais ça nous permet de comprendre, ben oui, mais si je dis, ben là, je trouve qu'ils exagèrent dans leurs demandes, tu te dis, ah, ben attends, comment je me sens, moi, quand les hommes me font cette critique? Donc, c'est un peu la même chose avec les animaux. Je trouve qu'on peut déjà aller chercher quand même beaucoup d'intuition ou de connaissances parce qu'on comprend comment ça fonctionne, l'oppression, même si on ne comprend pas nécessairement les nuances du spécisme. Oui. Mais c'est vrai qu'avec nos lunettes féministes, c'est plus facile de comprendre ça. Mais je serais quand même intéressée si t'en as là, comme ça, de savoir ça peut être quoi les questions justement niaiseuses. Parce que je trouve que c'est important de comme déconstruire tout ça parce que même, comme je te disais, j'ai eu la chance d'avoir un cours universitaire là-dessus, mais je veux dire, sinon, j'avais jamais vraiment entendu parler d'antispécisme, là. Ah, wow, les questions niaiseuses, mon Dieu, il y en a tellement. Ben, il y a les questions de nutrition, là, qui sont pas super intéressantes pour ses fins, là, où est-ce que tu prends tes protéines. Mais sinon, il y a aussi des questions. Moi, ce qui me revient le plus souvent, y compris dans les milieux féministes, c'est ouais, mais et les Inuits qui vivent dans le Grand Nord et qui n'ont pas accès à des légumes, ou ah oui, moi j'ai déjà entendu une personne qui me dit moi, je trouve ça important de manger de la viande parce que il y a des missionnaires qui vont en Afrique puis qui disent aux gens de pas manger de la viande, c'est tellement colonialiste. Je suis comme, OK, en quoi c'est la faute du poulet que tu es en train de tuer? Tu sais, fait que ça, je trouve que c'est vraiment le réflexe. Et souvent, ça vient de personnes blanches et aisées et éduquées qui vont dire, oui, mais ton message s'applique pas aux personnes handicapées ou autochtones ou pauvres. Et ça, probablement, c'est extrêmement invisibilisant. J'ai une très bonne amie qui travaille sur les questions, justement, d'antispécisme et de féminisme et qui est elle-même handicapée et elle est tellement tannée de se faire dire « Oui, mais le véganisme, ça marche pas quand t'es handicapé » par des gens qui ne sont pas handicapés. Puis ça, la même chose... pas le lien, là. Ben, c'est ça, la même chose pour les personnes autochtones. Si toi, t'es pas une personne autochtone et que tu vis pas dans un désert alimentaire, en quoi est-ce que le fait que d'autres personnes peut-être seraient pas capables d'être véganes, ça te justifie toi? C'est comme dire, des fois, il y a des personnes qui sont forcées là, de tuer quelqu'un. Tu sais, tu te dis, tue quelqu'un ou je te tue, tu sais, t'as pas le choix. Donc, moi aussi, je vais le faire. Mais non, si toi, t'es pas forcé de le faire, pourquoi tu le ferais? Donc, c'est souvent des réactions qui viennent du fait de pas s'y connaître, puis on est toutes passées par là. Tu sais, je dis, la question est niaiseuse, c'est pas dire la personne est niaiseuse. Ben non. On est toutes passées. Moi aussi, j'ai dit des choses de même, mais il faut reconnaître que nos premières pensées, quand on entend parler du sujet, ça sera peut-être pas genre la pensée la plus innovante. Là. C'est sûr, ça va être des choses que tout le monde a entendu plein de fois. Oui, mais si jamais les carottes souffrent, on appelle ça le cri de la carotte, si les légumes aussi souffrent, toutes sortes de questions auxquelles je dirigerais nos auditrices à... Il y a plein de gens qui ont pris la peine d'y répondre super attentivement. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant de me concentrer sur les aspects plus féministes. Mais je pense que ça vient du fait, on a un énorme conflit d'intérêts. Les humains, on profite du corps et des sécrétions et du travail des autres animaux. On en profite psychologiquement, on en profite financièrement, on en profite gustativement. Donc, évidemment, qu'on va chercher toutes les excuses. Et c'est un peu la même chose qu'on peut faire par rapport à d'autres luttes où on est nous-mêmes le groupe oppresseur. On va toujours trouver des excuses pour dire que dans le fond, ce que je fais, c'est correct, mais c'est important d'apprendre à se remettre en question. Sinon,
on va toutes rester, tu sais, des féministes blanches qui comprennent rien à aucune, tu sais, pour donner mon exemple. Ben, c'est ça que je trouve intéressant parce que mon meilleur ami est Inuit, justement, puis je pense qu'il doit avoir une dimension aussi culturelle. Ben, j'imagine que pour l'instant, ce mouvement, ben, c'est pas nécessairement ce mouvement-là, mais cette façon-là de penser ou de voir les liens entre l'oppression des femmes et des animaux doit pas exister partout encore, tu sais. Puis, exemple, je pense que si je me fie, mettons, à mon ami, ben lui, tu sais, à coup de drag, c'est pas nécessairement parce que, tu sais, maintenant, je veux dire, ils vont se faire des sautés de tofu, puis ils vont se faire plein de trucs, mais de manger du beluga, ben ça va être plus une activité, tu sais, c'est culturel, si on se réunit, on fait ça ensemble, c'est comme... fait que j'ai l'impression que peut-être... mais je comprends ce que tu dis, là, la personne blanche qui justifie ça alors que c'est zéro sa situation. Mais j'ai l'impression que peut-être dans certaines communautés où qu'il y a aussi l'aspect culturel relié aux animaux, tu sais, puis c'est sûr que si, mettons, on compare, c'est sûr que dans la hiérarchie, mettons, du respect animal, malgré qu'il est mangé à la toute fin, je pense quand même que il y a certaines communautés qui ont beaucoup plus de respect pour la vie animale que les Occidentaux et les fermes, les grandes industries, mettons. Ben, moi, probablement, toutes les cultures exploitent les animaux. Donc, c'est toujours culturel, exploiter les animaux. Il y a beaucoup de choses qui sont culturelles, ça les rend pas correctes. Donc, juste préciser ça de façon générale. Moi, tu sais, ça m'intéresse pas de commenter sur ce fait-là particulier parce que je pense que c'est au peuple autochtone et je mets pas ça dans un seul panier. Tu sais, il y a toutes sortes de communautés et il y a des personnes autochtones qui sont véganes et qui disent voilà comment on devrait mettre à jour nos traditions. Donc, tout ça, c'est un peu... C'est pas ça puis la plupart des véganes et des antispécistes, même si on se fait reprocher de critiquer la chasse au beluga et tout ça, c'est pas vrai, c'est pas les véganes qui font ça. Ce sont généralement des gens qui mangent de la viande, qui mènent ces campagnes. Donc, c'est vraiment... Tu sais, il y a vraiment un consensus dans la communauté que c'est pas à nous de dire à d'autres cultures quoi faire. Là où c'est vraiment intéressant, c'est pas de dire dès que c'est culturel, c'est correct ou c'est pas correct. Ce qui est intéressant, on y reviendra peut-être plus tard, mais dans le fond, c'est tellement facile de voir, tu sais, on pense tout de suite, ah oui, les personnes autochtones qui chassent des belugas ou souvent on entend aussi les Chinois qui mangent de la viande, tu sais, c'est facile de voir qu'il y a un animal qui meurt parce que nous, mettons, comme personne, disons, occidentale, la culture dominante, on n'exploite pas ces animaux-là. Donc, on se pose plein de questions. Mais sur les cochons, les vaches, les bœufs, les poules, les coqs, on se pose pas de questions. Parce que la violence est tellement normalisée qu'elle est invisible. Donc, c'est là que c'est intéressant. Puis, c'est là où, moi, ce que je dénonce, c'est le fait, premièrement, d'exploiter l'exemple autochtone quand ça s'applique pas. Ça s'applique pas. Ou aussi, et à l'inverse, de dire oui, mais c'est eux qui devraient arrêter de manger des belugas ou c'est les gens en Chine devraient arrêter de manger des chiens, alors que il n'y a pas de différence là, au niveau moral entre un cochon et un chien. Donc, c'est là où les luttes pour protéger les animaux sont parfois carrément raciste ou colonialiste parce que c'est toujours plus facile de voir la paille dans l'œil de l'autre. Donc, c'est là où... mais la plupart du temps, disons, par exemple, moi, quand je m'exprime, tu sais, l'écrasante majorité de mon public, c'est pas des personnes autochtones qui vivent dans des communautés où il n'y a pas accès à la nourriture et qui chassent pour la survie. Tu sais, c'est juste pas ça mon milieu, en raison de toutes sortes de raisons... démographique, disons. Donc, ce que je trouve plus important, c'est de se demander, tu sais, nous, qu'est-ce qui est correct de faire dans notre situation. Et encore une fois, on pourrait dire la même chose pour le féministe. Si quelqu'un te dit, ouais, mais dans certains pays, c'est correct de violer sa femme, donc je viole ma femme, tu serais comme, quoi? Genre, ça n'a pas rapport. Puis c'est super problématique à tellement de niveaux. Tu sais, d'ailleurs, dans ces pays-là, les femmes, elles trouvent pas que c'est correct. Donc, tu sais, il y a tellement de problèmes. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important de recentrer la conversation sur les pratiques majoritaires. Parce que dans notre société, c'est toujours les pratiques minoritaires qui sont attaquées plus sévèrement, alors que les pratiques majoritaires sont complètement normalisées, vu qu'elles sont majoritaires.
Ah, mais ça fait tellement du sens parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps ça, tu sais, puis tu sais, justement, la grosse chasse au beluga, tout le monde est donc concerné par ça, mais tu sais, je veux dire, c'est des gens qui mangent du McDo, du poulet à chaque jour, là, tu sais, en tout Exactement. cas. Puis j'essaie de comme mettre en perspective parce que moi, une des choses qui me touche le plus dans le féminisme, c'est de me dire que je serai pas libre tant que toutes les femmes le seront pas. Puis là, je me dis, j'essaie de comme faire un lien avec les animaux, tu sais, dans le Mhm. sens où il y a ce lien-là aussi que tu peux faire avec la façon que c'est fait ailleurs, puis en tout cas, ta perception. Je trouve que c'est comme un sujet que vu qu'on connaît pas, ben, je suis en constante comme réflexion, puis ma pensée évolue, là. Mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. J'aimerais ça savoir, tu sais, ça se manifeste comment, mettons, le militantisme par rapport à l'antispécisme? Tu sais, c'est encore quelque chose que tu peux parler? C'est quoi, mettons, c'est quoi vos façons de revendiquer ou de faire de la lutte? OK, évidemment, ça aussi, n'importe quel féministe aurait déjà compris ça, j'aurais pas besoin de le dire, mais je parle pas pour le mouvement. Mhm. Mais puis, il y a une chose quand même que je veux dire comme préface, c'est que comme femme et comme féministe, n'importe quel activisme que je fais, ça va toujours être considéré super radical, super extrémiste. Par exemple, dans le mouvement vegan, la plupart des véganes sont juste véganes, c'est-à-dire aucune militance. Ils font juste ne pas activement participer à une industrie violente. Donc, c'est vraiment le plus mild que tu peux imaginer comme militantisme. Ce n'est pas du militantisme, c'est en quelque part, c'est la passivité, mais ça l'est pas en raison des Ouais, circonstances de notre société. Et même ça, les gens sont comme, ah, toi, t'es tellement extrémiste parce que tu ouais. manges pas de miel. Tu sais, puis t'es comme, OK. Puis ça, on connaît bien ça, tu sais. Et puis après ça, le niveau, mettons, il y a des activistes qui vont faire des vigiles devant des abattoirs, qui vont comme bloquer des camions pendant 2 minutes pour donner à boire aux cochons, ce qui, avant qu'ils soient tués. Puis là, ça, c'est comme, ça, c'est les radicaux, tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est, je pense, c'est pas anodin le fait que ce soit surtout des femmes dans le mouvement, parce que comme féministe, c'est pareil, n'importe quoi que tu fais, c'est toujours super extrémiste, puis tu te dis, on n'a pas encore fait de guerre, on n'a pas mis de bombe nulle part, tu sais, je veux dire, il y a vraiment, Ouais, je c'est comprends. super mal, tu sais, tandis que Mhm. pendant ce temps-là, dans nos cours d'histoire, on célèbre, tu sais, des grands hommes qui ont genre fait des guerres et décapité des gens et tout ça, donc ça, c'est un peu la préface là, sur comment le militantisme est perçu. Mais il y a toutes sortes de façons. Il y a des gens qui font par exemple, des jeûnes symboliques. Il y a des gens qui distribuent de l'information, qui font des manifestations, toutes sortes de choses. Pour ma part, moi, j'essaie d'utiliser ma plateforme féministe pour parler des violences envers les animaux et pour, disons, convaincre des gens, disons, comme toi, qui disent, moi, je veux que toutes les femmes sont libres, de dire, moi, je veux que toutes les femmes soient libres et les femelles, peu importe leur espèce, comme quand tu essaies de convaincre quelqu'un que, tu sais, toutes les femmes, Mhm. peu importe d'autres caractéristiques. Donc, moi, c'est surtout de l'information, un petit peu de la recherche, du plaidoyer à ce niveau-là. Il y a beaucoup à faire là, pour juste parler aux gens autour de nous. Moi, je crois beaucoup au véganisme parce que je crois plus à la pratique qu'à la théorie. C'est un peu comme les hommes qui se disent pro-féministes, mais qui font pas la vaisselle ou qui harcèlent sexuellement des femmes. Tu sais, ça marche pas. Commence par ton propre comportement. Donc, moi, j'essaie, par exemple, sur mon site web, si jamais il y a des auditrices, ça intéresse, Ben, je vais le j'ai mettre, c'est sûr, dans les liens en en lien, dessous. ouais, j'ai ça, Ouais. je fais du coaching vegan gratuit, donc c'est pour des gens qui se posent des questions, puis c'est 100% gratuit, là, je te parle, puis je te dis c'est quoi Ah. tes préoccupations, puis comment est-ce que je peux t'aider, parce que moi, j'ai une passion random et que les gens connaissent pas nécessairement, mais pour comme le développement personnel, les sciences, la psychologie Mm. positive, habitude, productivité, donc j'amène ça dans une espèce de pratique de coaching. Mais donc, disons qu'il y a vraiment plusieurs... c'est comme dans le féminisme, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y en a qui veulent plus aller dans les systèmes, les lois. Il y en a qui vont plus aller dans le judiciaire. Il y en a qui vont plus aller dans changer des individus, les pratiques. Il y en a qui vont viser les entreprises. Puis, en fait, le spécisme est tellement partout que je pense, ça c'est mon opinion personnelle, toutes les stratégies sont nécessaires. On n'est pas encore rendu qu'on peut se dire, ah, ça va, on n'en a pas besoin. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Puis c'est aussi important de rappeler que c'est pas toutes les formes d'activisme qui sont accessibles à tout le monde. Il y a beaucoup de véganes, c'est peut-être des filles de 12 ans qui ont encore quand même peu nécessairement de contrôle dans certaines sphères de leur vie.
des personnes, mettons, handicapées qui vont dire, ben moi, une manifestation en présence, c'est pas pour moi. Donc, il y a toujours moyen de varier. Moi, j'aime bien les conférences, podcasts, ce genre d'activités pour juste sensibiliser parce que la plupart des gens que je rencontre dans ma vie n'y ont jamais pensé. C'est incroyable, hein? On cause la mort de centaines d'animaux par année et on s'est jamais même posé la question plus que 2 minutes. Fait que ça c'est quand même, je trouve ça quand même incroyable, donc je trouve ça important de faire la sensibilisation. Puis, ben justement, as-tu des exemples de moments ou de façons que c'est bien reçu ou est-ce que tu sens, ben, bon, c'est sûr, comme tu dis, puis même ce podcast-là, ben souvent, le public va être plus féministe. Mais exemple que tu vas dans un milieu plus varié, là, que c'est pas nécessairement juste des femmes ou un groupe de femmes que tu sais qui sont automatiquement féministes. Est-ce que tu vois des fois qu'il y a quand même de la curiosité, de l'intérêt à comprendre tout ça ou... Ben, si c'est présenté sous un angle un peu académique, par exemple, j'écris un article sur les liens entre la culture du viol et l'exploitation animale, là, je trouve que ça suscite quand même beaucoup de curiosité. Dès que les gens sentent que tu es en train de leur dire de devenir végane, et ça, tu n'as même pas besoin de leur dire, parce que les gens, ils savent qu'ils devraient... Normalement, les gens, ils savent qu'ils sont en train de faire quelque chose de violent, donc ils se sentent attaqués, donc ils pensent que tu les attaques, mais souvent, c'est pas le cas, je veux dire... c'est toute la projection, mais effectivement, ça peut être reçu avec plus, mais c'est pas que c'est reçu avec, mettons, nécessairement de l'agressivité, c'est reçu avec, oui, mais moi, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est que les gens me racontent ce qu'ils mangent. Oui, mais moi, tu sais, je bois juste un peu de lait, je mange pas souvent de la viande, tout le monde ne mange pas souvent de la viande, tu sais, puis je suis comme, c'est pas, tu sais, je suis comme, pourquoi tu me racontes ça? Mais moi, je travaille sur la culture du viol. C'est vrai qu'il y a toujours ces réflexions. Ouais, les gens disent toujours ça, mais j'ai aussi, tu savais le nombre d'hommes qui me racontent leurs pratiques sexuelles, tu sais, comme très, très louches, voire violentes, puis je suis comme, pourquoi tu me racontes ça? Genre, fait que ça, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Donc, les réactions sont variées. Je pense qu'il y a quand même de l'ouverture, mais souvent, les gens sont comme, ah, je suis d'accord, mais tu sais, je vais rien faire à ce sujet. Ce qui est un peu ce qu'on dit, tu sais, si quand on fait juste choisit la passivité, on choisit le côté de l'oppresseur. Donc, je pense que, et la raison pour ça, c'est que le véganisme est encore considéré comme une diète, une affaire de femmes, tu sais, peut-être des femmes qui veulent un peu maigrir ou, tu sais, c'est super genré. Et je pense que c'est un des grands angles morts de la gauche qui souffre d'une profonde difficulté à remettre en question l'oppression des animaux parce qu'elle en profite, parce qu'on en profite, et qui dit tout est connecté, tous les groupes sont connectés, mais je pense pas aux animaux. Puis si je mange des animaux ou pas, c'est une question personnelle. Et c'est là où le féministe répond, le privé est politique. Tu peux pas dire si ça se passe dans la cuisine, c'est pas politique. En tout cas, donc ça, je pense que c'est vraiment un angle mort. Puis j'ai une petite citation de Patrice Jones, théoricienne féministe que j'aimerais bien lire si c'est correct, qui raconte dans un article qui s'appelle Fighting Cock, c'est tellement bon cet article, mais qui raconte un peu comment elle est devenue végane. Puis elle dit mais à quoi est-ce que je pensais? C'est ce que je me demande à chaque fois que je me rappelle les années que j'ai passées comme végétarienne mais pas végane, comme une activiste lesbienne, féministe, antiraciste, pro-paix, anti-pauvreté, qui insistait pour dire que tout, le racisme, le sexisme, l'homophobie, le capitalisme, le militarisme, etc., étaient connectés, mais qui étrangement arrivaient à laisser les animaux non humains à l'extérieur de l'équation. Donc, c'est ma traduction, mais c'est ça, c'est de dire la gauche est réceptive, mais n'a pas encore vu les connexions et ne voit pas encore... ben là, évidemment, je généralise. Les véganes sont de gauche, mais n'a pas encore nécessairement vu ces connexions et ce lien avec ce qui nous anime, c'est-à-dire la justice pour tous et toutes. Ouais, mais je trouve aussi que, comme, mettons, exemple des générations peut-être plus, si je pense... Non, je ne vais pas nommer d'exemple, mais tu sais, certaines générations qui sont encore là aujourd'hui, mais qui sont plus âgées, par exemple, ben, avec, tu sais, la rapidité des mouvements sociaux, des fois, doivent déconstruire des choses qui ont... ben, je pense que c'est un peu la même chose avec le végétarisme, le véganisme. Tu sais, si tu prends conscience de... Si tu prends le temps de t'asseoir, d'écouter, mettons, ce balado-là, puis de prendre conscience, ben OK, mais là, il faut quand même que tu changes ton alimentation de A à Z. Fait que, tu sais, je peux comprendre que ça peut être complexe quand même comme processus, mais il s'agit de faire le saut, j'ai l'impression. Puis, mais tu sais, c'est comme
tous les mouvements sociaux, d'apporter des nouvelles pensées puis des nouvelles... C'est que tu dois défaire tout ce que tu pensais connaître pour comme tendre vers ces nouvelles réflexions-là que tu peux avoir maintenant. Fait que c'est ça. Je trouve juste c'est comme... Je pense... Puis il y a... Tu sais, je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire avec l'effet du passant, là, qu'on parle toujours dans nos formations, mais c'est un peu ça aussi avec le végétarisme, le véganisme. Tu sais, mettons que je fais le parallèle avec le côté environnemental. Ben là, on entend beaucoup, tu sais, que les chercheurs disent justement à quel point ce serait bénéfique. Mettons que demain, tout le monde tombe vegan. Mais souvent, les gens vont se dire, ben, dans le fond, moi, c'est trop dur, fait que je le ferai pas. Puis de toute façon, personne va le faire, fait que dans le fond, ça marchera jamais. Tu sais, fait que, je veux dire, si tout le monde disait ça sur tous les enjeux, il n'y aurait pas d'avancement nulle part, là. Exact, puis c'est quelque chose qu'on peut pas dire quand on commet nous-mêmes, personnellement, activement de la violence envers quelqu'un d'autre. T'entendrais jamais quelqu'un dire « Oui, mais pas commettre d'agression sexuelle, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, de toute façon, les autres vont continuer à en faire. » Ça s'applique pas. Donc, ouais, je comprends. Le mouvement environnemental, c'est un peu différent parce que on n'est pas en train de dire il y a des choses qui sont absolument mal et violentes. C'est une question de degré et de quantité. Tandis que pour les violences envers d'autres individus, c'est pas le cas. Tu peux pas dire, tu sais, moi, quand les gens me demandent qu'est-ce que je pense des lundis sans viande, je leur réponds, c'est un peu à la blague, mais j'ai le droit de la faire parce que je suis personnellement concernée. Mais je dis, qu'est-ce que tu penses des lundis sans viol? Tu sais, c'est absurde. C'est complètement absurde. Mais ouais, c'est intéressant. Tu sais, j'aurais pas pensé à ça, tu vois. C'est ça, parce qu'il faut vraiment voir comme un enjeu de justice, puis ce qui nous empêche de le faire aussi, là, je rebondis sur quelque chose que tu as dit, sur le fait qu'il faut apprendre des nouvelles façons de penser. On a une vision utilitariste par rapport aux animaux. Ça veut dire, on dit, la vache donne du lait, la poule donne des œufs. C'est faux, mais c'est quelque chose qu'on nous dit, là, quand on avait 2 ans, on avait des petits livrets qui disaient « la vache donne du lait ». Les gens, ils pensent vraiment que les vaches donnent du lait. Les vaches, c'est des mammifères, ça donne pas plus du lait qu'une humaine, une chatte ou une girafe. Ça donne du lait si elle est enceinte et ça donne du lait à son enfant. Donc, mais on a tellement appris, tu sais, les gens, ils pensent, par exemple, moi, je fais du bénévolat dans un refuge pour animaux de ferme. C'est des animaux rescapés dans les sanctuaires. Et ma famille m'a demandé, qu'est-ce qu'ils font avec le lait des vaches? Les vaches ne donnent pas de lait. Les vaches donnent seulement du lait. Mais non, les vaches donnent seulement du lait si tu les mets enceintes par la force, ce que les féministes devraient pas trop apprécié. Mais donc, on a vraiment une vision utilitariste que les moutons, ça donne de la laine, les bœufs, ça donne de la viande, donc que c'est leur seule fonction. Et donc, les gens, ils peuvent pas, et on a plus de la misère à voir les animaux comme sujets de droit, comme des individus qui ont leur personnalité, ils ont leurs préférences, etc. Et c'est ça qu'il faut vraiment déconstruire pour voir les animaux effectivement comme des individus et non pas juste comme des machines qui produisent un produit ou un autre dont on se fait croire qu'on a besoin. Mm-hmm. Mais j'ai une question par rapport à ça. Je sais pas si tu as la réponse. Est-ce que, mettons, tu vois, là, ben peut-être que, non, clairement, on connaîtra pas ce jour-là, là, mais est-ce que tu penses qu'un jour, mettons, le droit, là, tu sais, le droit, là, le juridique, là, il pourrait y avoir des trucs établis par rapport à l'exploitation animale. Mais tu sais, concrètement, là, par rapport à la production alimentaire et tout ça, là. Ben, moi, c'est une très bonne question. Moi, je suis juriste, là, donc, en quelque part, je crois au droit, sinon j'ai gâché ma vie. Mais pour les animaux, il n'y a pas grand-chose. Ben, le droit peut faire certaines choses, mais tant qu'on mange des animaux, c'est pour ça que moi, je reviens toujours au véganisme, tant qu'on mange des animaux, le droit, il ne fait qu'accommoder cette réalité. Le jour où on ne mangera plus d'animaux, le droit va dire, bien entendu, que tuer un animal, c'est criminel et qu'on peut pas exploiter un animal et qu'on peut pas mettre enceinte une vache et qu'on peut pas tout ça. Mais ça serait un peu superflu parce que, tu sais, si toi, là, demain matin, je dis toi, mais c'est un toi de l'auditrice random, là, mais s'il y avait pas personne dans ta famille, personne autour de toi a jamais mangé d'animaux, tu sais, les animaux, ça se mange pas. Un peu comme on se sent par rapport à, je sais pas, aux chats, tu sais, on se dit pas, les chats, c'est de la viande. Il y en a pas dans le supermarché, il y en a pas dans le restaurant, t'en as jamais mangé. Est-ce que tu vas te dire, hey, je vais aller en forêt pour aller comme essayer d'aller tuer un animal pour manger ça? T'sais, non, s'il y en a pas dans les supermarchés, les gens vont pas en manger, donc on n'aura pas vraiment besoin du droit. Donc, c'est vraiment les intérêts économiques, donc le fait que beaucoup de gens choisissent de financer cette industrie, ça fait en sorte que l'industrie existe. Et présentement, dans le droit,
la régulation là, des élevages, ils font ce qu'ils veulent. C'est les éleveurs qui se régulent, donc violence extrême. Mais de toute façon, même s'il n'y avait pas de violence extrême, on ne devrait pas exploiter autrui. Mais en plus, c'est des violences extrêmes. Donc, c'est pour ça que même si je suis juriste, et j'ai beaucoup de respect pour mes collègues qui font du droit animalier, qui travaillent l'aspect du droit, moi, je pense que c'est d'abord les pratiques, les habitudes. Et puis, on sait que c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'autres cultures qui sont pas centrées sur... Vraiment, il y a plein d'autres cultures qui ne consomment pas du tout de produits laitiers et qui sont vraiment moins centrées sur la viande. D'ailleurs, ce sont dans des pays où les gens ont beaucoup moins de problèmes de maladies chroniques, cancer, etc. Donc, c'est vraiment très, très culturellement... C'est très récent, l'élevage intensif. Puis même dans l'histoire de l'humanité, c'est assez récent, là, de l'alimentation qu'on a aujourd'hui. Donc, moi, j'y crois qu'on va voir autre chose. Je sais pas si c'est le droit. Moi, je pense pas que ça va être le droit qui va être la solution. C'est pour ça que je crois au choix individuel de consommateurs, consommatrices. Mais il y a d'autres personnes qui disent, moi, je crois pas au choix individuel consommateur, consommatrice. Ça me dédouane pas de commettre moi-même des violences, mais je me concentre sur les institutions. Puis je pense que c'est vraiment diversité des tactiques. Comme on dit souvent, même dans le milieu féministe, on peut pas le savoir d'avance qu'est-ce qui va marcher. Donc, on s'essaye. Mais c'est ça, moi, je trouve ça important de ramener un peu à la responsabilité, oui, des systèmes, mais aussi des individus. Comme on a l'habitude de faire pour les violences sexuelles, on parle toujours du système, de la culture du viol, de la culture, des enjeux collectifs, mais ça ne dédouane jamais l'individu qui choisit de commettre des violences sexuelles et chaque individu doit se responsabiliser. Donc, moi, je vois ça un petit peu de la même façon et le droit est là pour appuyer, mais la culture est essentielle. La culture détermine souvent plus ce qui va se passer que le droit en tant que tel. Ben c'est ça, je pense que les liens sont quand même clairs entre culture du viol et exploitation animale. Mais j'aimerais ça t'entendre sur l'aspect du consentement. Ah, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire les liens sont clairs. D'habitude, les gens me disent « Qu'est-ce que tu parles? » Moi, je trouve que c'est quand même clair, tu sais, que c'est... Mais l'aspect de consentement, mettons, comment tu l'abordes? Ah ouais, alors, il y a plusieurs... Tu sais, je pourrais en faire 1 heure de présentation, mais je vais donner juste des petits morceaux, là. Les animaux, on va partir d'une évidence, les animaux ne consentent pas à leur exploitation. Comment on sait? Ben, premièrement, on ne peut pas consentir dans des situations de contrôle et de violence extrême. Deuxièmement, les animaux nous le disent, ils s'enfuient, ils mordent, ils se débattent. Bon, donc, je pense qu'on peut, à moins d'être très, très de mauvaise foi, on peut être d'accord que les animaux ne consentent pas. Mais dans la culture populaire, c'est comme avec la culture du viol, on va beaucoup promouvoir l'idée du consentement. Par exemple, la vache qui rit, c'est un fromage, donc elle est contente, elle rit parce qu'elle est tellement contente. Saint-Hubert, un coq tout souriant. Tu sais, c'est un peu... C'est un peu étrange, là, que si tu vas manger dans un restaurant où on mange des cochons, ils vont avoir un cochon comme mascotte. Si tu vas manger dans un restaurant où on mange des poulets et des poules, il va avoir un... Tu sais, c'est vraiment absurde. Mais on dit que les animaux donnent le lait, donnent les œufs, et on les présente, encore une fois, dans des postures soit très souriantes, parfois même sexualisées, érotisées, et pour comme s'ils étaient d'accord, où on dit « Ah, les vaches, ça les dérange pas qu'on les traite. » Qui a décidé que c'était le cas? Je pense pas qu'on a demandé leur avis aux vaches. Donc ça, c'est là où, pour se faire croire là, que c'est correct, on se fait croire qu'il y a du consentement. Puis c'est là où il y a une logique d'entitlement qui est vraiment très, très intense et je pense qu'il faut la dénoncer. Si moi, je dis quelque chose comme « Ah, moi, j'aime ça, ça me procure du plaisir, donc c'est correct que je le fasse. » Peu importe si ça fait souffrir l'autre, c'est, tu sais, ou en gros, son corps, mon choix, c'est une phrase qui pourrait être dite autant par quelqu'un qui mange des animaux parce que c'est bon que par quelqu'un qui viole. Tu sais, c'est la même, tu sais, c'est moi, ça me fait du plaisir, tu sais, dans mes sens, donc c'est correct. C'est une logique d'entitlement qui fait fi du consentement qui est vraiment très, très problématique. Je vais peut-être dire un autre petit truc sur la culture du viol. Moi, parce que je trouve que ça, c'est quelque chose que, quand j'ai compris ça, là, wow. La culture du viol, c'est la normalisation des violences qui les rend invisibles. Donc, c'est comme je disais plus tôt, on pense pas au fait... Moi, quand je suis à table et puis il y a un poisson sur la table ou un poulet ou un morceau de poulet, moi, je vois
je vois toute la violence, mais les gens autour de moi le voient pas. Et là, ils vont dire, tu sais, pourquoi ça te dérange? Tu sais, c'est ce que moi, je mange. Tu sais, ça devrait pas te déranger. Et de toute façon, moi, je réponds toujours, c'est pas moi que ça dérange, c'est l'animal que tu as tué, mais ça dérange aussi parce que je vois la violence, mais la violence est tellement normalisée qu'elle est invisible. Et donc, c'est comme dans la culture du viol, moi, un parallèle que j'aime bien faire. Donc, les violences sexuelles de type stranger rape, donc le viol de fond de ruelle, c'est facile à voir, à comprendre, à dénoncer. Donc, les gens vont dire, ah oui, faudrait tuer tous les violeurs, le viol, c'est mal. Mais ça, c'est l'exception. OK? Ça, c'est un peu comme qu'on dit les gens qui tuent des chiots ou même les gens en Chine qui mangent des chiens. Tu sais, c'est l'autre. C'est l'exception, c'est pas nous. Par contre, quand tu dis manger de la viande, lait, œufs, etc., tu sais, ce qui est vraiment normalisé, c'est la violence est invisible, un peu comme les violences sexuelles conjugales. Tu sais, c'est tellement normalisé. Les films nous disent, regarde comme c'est romantique. Il n'y a rien de plus normalisé et romantisé que le viol, on dirait. Mais personne ne voit ça, ou tu sais, rarement on le voit comme viol. On se dit, ah, c'est romantique, c'est normal. Et donc, après ça, quand toi, comme féministe, tu dis, il y a de la violence, les gens disent, ben, elle est folle, elle voit le viol partout. C'est pas moi qui vois le viol partout, c'est la culture du viol qui est partout. Donc, c'est là où, avec les animaux, c'est ça. Le contrôle de la reproduction, le fait d'attacher, de contraindre, de faire des opérations médicales sans anesthésiant, de tuer, de mettre enceinte, tous ces actes qui sont de la violence, qui, si on le faisait, n'importe quoi qu'on fait, même les choses les plus mild là, qu'on fait à un cochon, si tu le faisais à ton chat, tu serais sûrement comme interné. Les gens diraient ça n'a pas rapport. Donc, c'est ça. C'est la normalité qui le rend invisible. Et donc, c'est là où je trouve que la culture du viol, le concept nous apprend, c'est pas parce que c'est normal que c'est correct. Et c'est là où je trouve que le parallèle est tellement fort. En plus de l'enjeu du consentement, il y en a d'autres aussi là, dans un article sur lequel je travaille, mais que personne ne veut publier parce que c'est... En tout cas, on pourrait en reparler. Je développe 7 parallèles là, avec les mythes sur le viol et l'exploitation animale. Donc ça serait, disons, un avant-goût. Si un jour cet article est publié ou si j'en fais un livre, c'est en exclusivité sur cette balado, c'est dans les plans. Ah, j'aimerais tellement ça. Mais c'est tellement intéressant, puis dans le sens où quand tu dis que c'est normalisé, tu sais, moi, je vois ça beaucoup là, récemment, tu sais, parce que c'est trendy de pas acheter de produits qui sont... de juste acheter, mettons, du maquillage au Sephora qui est cruelty-free, mais tu manges du poulet à chaque soir, tu sais. C'est comme... C'est tellement normalisé que tu te rends même pas compte que tu fais le complet opposite de... Ben, tu vas acheter cruelty-free, là, puis ton maquillage, il a pas été testé. Mais dans le fond, tu te rends pas compte, mais tu manges du poulet et des animaux qui ont été tués à chaque soir. Ouais, et ça va plus loin que ça. C'est même dans notre langage. Par exemple, on dit ça, on dit manger du poulet, manger du poisson. L'individu est évacué. Carol Adams dirait c'est un référent absent. On dit pas manger un poulet ou manger un poisson. Tu sais, c'est comme une masse. Les animaux, les poissons qu'on tue, là, on les compte par tonnes. Au lieu de les compter par, tu sais, on les compte par le poids de leur chair et non pas par le nombre d'individus tués. Donc, cette normalisation, c'est juste un exemple. C'est partout, c'est dans ce qu'on apprend en grandissant, c'est dans les livres, c'est dans les films, c'est dans, tu sais, ça me fait penser à une émission où c'est Heartland, peut-être qu'il y en a qui la connaissent, mais c'est une fille qui fait tout son possible pour sauver un cheval. Elle va remuer ciel et terre pour éviter qu'un cheval soit envoyé à l'abattoir et mangé, puis après, elle célèbre une bonne journée de travail en mangeant un steak. Puis la seule différence, c'est quoi la différence entre un cheval et un bœuf? Tu sais, c'est purement culturel, juste comment nous, on le voit. Donc, c'est juste nous qui avons des préjugés. Tu sais, c'est pas basé sur notre connaissance intime des chevaux et des bœufs. Là. C'est ultimement, ce sont des préjugés envers un groupe marginalisé et qu'au lieu de remettre en question comme d'autres préjugés, on se dit, c'est pas un préjugé, ils sont juste de même. Ils sont naturellement inférieurs, etc. Donc, c'est ça, c'est vraiment... les paradoxes sont infinis. En tout cas, j'espère que les gens, tu sais, vont avoir écouté jusqu'au bout, même si des fois, je trouve que ça peut être confrontant d'écouter ce genre de... pas de discours, mais ce genre de propos-là quand, exemple, tu manges de la viande, mais en même temps,
tu sais, faut être confronté à certaines idées, ben certains... En tout cas, bref, j'espère que les gens sont encore avec nous, puis que justement, même si ça peut être confrontant, ben c'est intéressant de pousser sa réflexion, tu sais. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'avait pas abordés que tu aurais aimé toucher aujourd'hui? Mais je vais peut-être juste faire un petit mot de conclusion. Moi aussi, j'espère que les gens sont encore avec nous. Moi, je pense que quand on est confronté, ça veut dire qu'on apprend. Et puis, Ouais. tu sais, comme féministe, quand quelqu'un nous dit, ah, ce que tu pourrais faire quelque chose qui est encore plus féministe, on est comme, yes, merci, en tout cas, c'est ça que je veux qu'on soit, qu'on ait pas eu s'améliorer. Mais peut-être pour conclure là, un peu sur notre responsabilité individuelle, à l'époque de Descartes, on pensait que les animaux non humains, c'était comme des machines. Donc, ils sentaient rien, il n'y avait pas de conscience. Donc, si tu découpes un chien en morceaux, il sent rien. Il réagit, mais c'est juste par réflexe. Ah ouais? Mais il souffre pas. Ça, c'est ce qu'on disait, OK? Il y avait les vivisections. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Tout le monde sait, à part il y a un débat sur quelques espèces, mais en général, là, tout le monde sait que les animaux souffrent. Et pourtant, on traite pas mieux les animaux, on les traite pire. Non seulement chaque animal souffre plus, et en plus, il y en a beaucoup plus qui souffrent. Donc, je pense que c'est comme un peu un wake-up call pour les féministes et autres. Là. Encore une fois, je pense pas qu'il y a beaucoup d'antiféministes qui nous écoutent, mais comme féministe, ce qu'on dit, c'est check tes privilèges. Lâche le entitlement, puis pense à tes privilèges. Donc moi, j'aimerais inviter les gens qui nous écoutent encore à se dire, moi, comme humaine, j'ai le droit de vie ou de mort sur d'autres individus. Je peux choisir de les tuer ou de les faire tuer, et c'est un geste hyper banal. Qu'est-ce que je vais faire avec ce pouvoir? Est-ce que je vais choisir de pas checker mes privilèges puis dire comme, ben non, vu que je suis humaine, j'ai le droit de faire tuer des animaux, c'est correct? Ou je vais dire non, ma responsabilité, c'est de faire le choix de respecter l'intégrité corporelle, son corps, son choix. Et lorsque possible, parce qu'on peut jamais faire souffrir personne, mais lorsque possible, lorsqu'on a le choix, choisir de ne pas faire souffrir. Donc, pour moi, c'est vraiment aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je dis, puis peut-être je dirais en conclusion, qu'être végane, pour moi, c'est une responsabilité comme féministe. Puis on pourrait en dire tellement plus sur qu'est-ce que ça veut dire être végane. Mais en plus, tu offres de l'aide là, pour les mais c'est débuts ça, en tant que végane. C'est la chose la plus facile au monde. Tous les gens qui pensent que c'est difficile d'être végane se le sont fait dire par des gens qui sont pas véganes. C'est la chose la plus facile au monde. J'en reviens pas. Moi, j'ai fait ça il y a 10 ans. Je connaissais personne qui était végane. Il n'y avait pas YouTube. Puis même à ça, c'était pas si difficile. Puis pour vrai, c'est la chose la plus facile au monde. Puis si vous me croyez pas, je vous mets au défi de me booker sur mon site. On s'en parle. C'est vraiment. Mais même si c'était pas facile, moi je crois que c'est facile. Mais même si c'est difficile, c'est notre responsabilité. C'est ça, lutter pour la justice sociale, c'est de dire ce qui est éthique, ce qui est bien, passe avant mon petit confort et mes petits privilèges. Donc, j'espère que ça aura confronté quelques personnes. J'espère que ça inspire pas seulement la réflexion, mais aussi l'action, parce que on n'en demande pas moins à nos alliés. Mm-hmm. On n'en demande pas moins à nos alliés. Et donc, il faut que nous aussi, on puisse agir comme alliés envers des groupes c'est le seul mouvement social que les victimes peuvent pas prendre la parole. Tu peux pas inviter une personne primo-concernée à ce podcast. Ça serait le fun, par exemple. Ouais, il y en aurait beaucoup à nous dire. En attendant, je pense qu'on doit tout faire notre part. Mm-hmm. Mais merci tellement d'avoir pris le temps dans ton horaire chargé. C'est vraiment apprécié, puis en tout cas, j'ai hâte d'en discuter, tu sais, avec nos membres, avec les gens là, autour du Calax. Souvent, me donnent des feedbacks des balados. Fait que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Super, mais merci de l'invitation, et puis on se refait ça n'importe quand.